Bonjour Moïse Novillon. Bonjour Carole Olaye, content de vous retrouver à nouveau ce matin. Plaisir partagé également sur ce plateau. Nous allons démarrer avec le décryptage des informations retenues ici par l'équipe de Matin d'Éden de ce jour en attendant l'arrivée de 7 Athémie sur ce plateau. Premier sujet donc à débattre, composition de l'équipe de campagne de Wadagne Talata. La rupture ne veut pas laisser lire l'impression d'un match facile. Évidemment, le titre, ça fait sourire parce que c'est comme si le confrère voudrait peut-être que l'on puisse aller peut-être à la guerre, diminuer, l'on puisse accepter, bien évidemment, prendre part à une situation de combat en étant diminué. On a souvent répété ici, on l'a souvent dit ici, et il ne faut pas que les uns et les autres surtout pensent que une élection, on peut la gagner d'avance. Une élection, comme dans certains sports, c'est difficile de pronostiquer et de tabler d'avance sur celui qui va définitivement gagner. Même si, évidemment, il y a des signes qui annoncent qu'il y a des favoris. Et je suis d'accord qu'aujourd'hui, la mouvance présidentielle tient à éviter l'image d'un match facile. Oui, ce n'est pas... d'un scrutin sans enjeu. Oui, c'est ce que je vais vous dire. Non, un scrutin, c'est... L'élection que nous sommes en train de préparer, c'est l'élection présidentielle. Ouais. L'élection présidentielle, c'est forcément avec beaucoup d'enjeux. C'est pour les formations politiques, pour les candidats, pour les populations. Il s'agit de lire un chef d'État. Et dans le contexte béninois, on veut renouveler carrément celui qui siège, bien sûr. On veut renouveler le siège. C'est-à-dire que le président qui est en fonction maintenant n'est plus candidat. Et donc, c'est un nouveau visage qui doit arriver. Donc, les enjeux sont toujours là. Les enjeux sont toujours énormes. Et il ne faut pas peut-être sous-estimer ce que nous avons à faire tout à l'heure à partir du 12 avril. C'est un président de la République qu'on veut élire. Et le président de la République, c'est pour, bien sûr, gérer et surtout assumer, et bien sûr, en symbiose avec toute la nation et les autres institutions, le destin de toute la République. Et donc, les enjeux sont toujours là. C'est toujours très relevé. Et pour rester toujours dans cette logique, il ne faut pas penser que un candidat arrive pour faire juste de la figuration, pour s'amuser. Et si vous vous amusez en cette matière, vous pouvez vous faire surprendre. Et on l'a souvent dit ici, les uns et les autres, surtout dans l'opinion, quand on n'est pas sur les plateaux comme cela et qu'on est dans la masse, les uns et les autres donnent, par exemple, le duo Wadagne Talata, parce que c'est ça qui est la vérité. Ils donnent le duo Wadagne Talata d'office vainqueur de l'élection présidentielle à venir. Parce que, évidemment, c'est Wadagne est perçu comme le dauphin du président Patrice Talon. Talata est perçu comme quelqu'un qui est déjà dans la fonction parce qu'elle est déjà vice-présidente en fonction. Donc, on se dit qu'elle a une certaine assiette, comme on le dit. Et le duo est porté par les deux plus grandes formations politiques du pays, notamment l'Union progressiste, le Renouveau et le Bloc républicain. Le duo reçoit beaucoup de soutien, beaucoup de déclarations de soutien. Pendant que vous étiez en train de faire la revue des titres encore tout à l'heure, on a vu que de nouvelles créations, de nouveaux groupes sont en train d'arriver, sont en train de naître et sont parrainés surtout par des baobabs. Quand on cite un certain Mathurin de Chacus, par exemple, qui parraine un mouvement qui déclare son soutien à Wadagne et Talata, vous imaginez, c'est pas de petits morceaux, ça, c'est de très gros morceaux. C'est un chef d'entreprise qui a fait ses preuves, c'est le patron du sport également, surtout du sport roi du football béninois aujourd'hui. Et donc, effectivement, ça fait trembler. Et quand, par-dessus tout cela, on voit ce que la coalition qui soutient la candidature, c'est-à-dire la coalition de formation politique qui soutient la candidature du duo, évidemment, quand on voit l'armada, la constitution, on se dit d'office que le match est plié. Mais attention, il peut y avoir des surprises de dernière minute. Et on le disait ici avec vous et avec également le chef
Mori Agua, on l'a souvent rappelé que les partis de l'opposition, même si aujourd'hui donnent une certaine impression de fissure, d'incapacité de s'entendre, ils peuvent sortir leur dernière cartouche à la dernière minute et à la surprise générale. Imaginez par exemple que d'ici une semaine, d'ici 2 jours, d'ici 3 jours, il y a une forte déclaration où on voit les figures majeures de l'opposition politique. Et je ne veux pas dire directement de nom, mais quand je dis figure majeure de l'opposition politique, vous voyez déjà, vous faites déjà une idée. Les ténors du parti, les démocrates par exemple, même si c'est un parti en difficulté aujourd'hui, les démocrates ont quand même prouvé que c'est la première force politique de l'opposition, que ce soit à travers les élections, mais que ce soit également la réalité sur le terrain, malgré les difficultés, malgré les déboires récemment. Donc, si on suppose par exemple que vous voyez un certain Paul Humpé avec un certain Boni Aï, leader du parti Les Démocrates, et les autres ténors, comme Éric Moudete, entre autres. Et les autres formations politiques de l'opposition, parce qu'il n'y a pas que ces 2 formations politiques de l'opposition. Il y a encore le parti Restaurer l'Espoir, par exemple, qui s'est réclamé plus encore que de l'opposition, de la résistance, d'une certaine résistance nationale. On a longtemps entendu ça. Même si le président candidat Armand Azanaï est aujourd'hui, bien sûr, dans les liens de la détention, de la prison, il peut peut-être arriver, on ne sait jamais, en politique, tout est possible. Et donc ça, ce ne sont que des lectures et ce ne sont que des cas de figure possibles. Mais il y a également la possibilité que même si l'adversaire, le challenger du duo, Wada Italata, ne reçoit pas directement de tel soutien, et qu'ils peut-être, évidemment les élections, leur score aux élections n'ont pas plaidé en leur faveur, mais qu'ils aient peut-être à réussir entre-temps à mieux convaincre, parce que le duo Talata Wadaï va forcément tabler sur le bilan du président Patrice Talon, et ce n'est pas tout le monde au Bénin qui se dit satisfait et convaincu par ce bilan, même si dans une certaine majorité on voit quand même que les faveurs sont bien évidemment pour le bilan du président Patrice Talon. Mais les surprises peuvent arriver, et surtout, il ne faut pas se reposer sur ses lauriers. Il ne faut pas donner l'impression que oui, on a déjà gagné, se reposer et se faire surprendre. Alors, je pense qu'il est préférable de mettre tout ce qu'il y a. Quand vous partez à la guerre, il est préférable de prendre tous les instruments que vous avez, de prendre toutes les armes nécessaires, de prendre toutes les dispositions possibles pour ne pas vous faire surprendre sur le terrain. Quand l'adversaire va sortir une artillerie, que vous soyez en mesure de riposter, ou tout au moins que vous ayez dans vos rangs des généraux, des leaders, des capitaines, des commandants qui sont déjà armés, outillés, préparés pour sortir la riposte. Alors Moïse Novillon, vous le défendez si bien, j'ai bien envie de vous demander stratégie de mobilisation interne ou message adressé à l'opinion publique? Non, surtout stratégie pour maintenir tout le groupe concerné. Il faut maintenir tout le groupe à flot. Parce que si vous allez au combat, comme on est en train de le dire, et vous permettez aux soldats de ne pas s'entraîner et de se reposer et de se dire, bon, l'adversaire qui est en face là, nous allons en faire une bouchée. Et que vos soldats ne sont pas bien entraînés, que vous n'avez pas bien aiguisé vos armes, vos outils. Et que, évidemment, on le disait encore tout à l'heure, vous vous faites surprendre sur le terrain. Attention. Vous voyez, dans le foot, par exemple, dans le sport, cela arrive le plus souvent, que les équipes que l'on sous-estime, on se dit peut-être que c'est les équipes de bas de tableau ou bien de petites catégories qui viennent de championnats amateurs, par exemple, qui arrivent et qui surprennent et qui éliminent parfois de très grandes équipes. Même actuellement, il y a un tel cas de figure où une petite équipe que personne n'avait vu venir à ce niveau de la compétition est en train de faire sortir les gens qui étaient considérés comme les barons du tournoi jusqu'ici. Et donc, je pense que c'est une stratégie pour maintenir tout le monde concerné, maintenir également tout le monde concentré, et également témoigner évidemment de l'attachement et du soutien réel à la candidature, bien sûr, du duo Wadaï Talata. Parce que ne l'oubliez pas, Wadaï, par exemple, n'est pas membre d'une formation politique à notre... Bon, c'est ce que on a compris, c'est ce que nous avons su. Au début, il y avait eu évidemment de l'incompréhension, mais les clarifications ont confirmé qu'il n'appartient à aucune formation politique. Et s'il n'appartient à aucune formation politique, il faut que les partis politiques qui ont accepté ou alors qui ont déclaré vouloir lui porter leur soutien puissent en faire le témoignage et en apporter les preuves
Donc je pense que c'est ce qui est en train d'être fait là, à travers cette constitution, ce bureau que nous sommes en train de voir. Donc c'est la confirmation de ce que l'équipe est toujours derrière le duo, l'équipe n'a pas abandonné le duo et qu'en réalité, tout est mis en place pour que la victoire soit retentissante. Alors, premier sujet que nous abordions tout à l'heure à l'entame de la deuxième rubrique de cette émission, il s'agit bel et bien de la composition de l'équipe de campagne de Wadani Talata. Vous venez de nous rejoindre, cette Atemi Blibou. Bienvenue sur ce plateau. Sans le Blibou. Merci beaucoup. Bonjour Carole, bonjour Moïse. Bienvenue sur ce plateau. C'est juste pour vous arracher un petit sourire. C'est réussi. Parce que là, vous avez pris l'habitude d'être en retard, donc je le dis et je vous expose aux téléspectateurs. Nous poursuivons. Ma première question, c'était pourquoi la rupture ne veut pas laisser lire l'impression d'un match facile dans le cadre de la présidentielle prochaine. À mon entendement, simplement parce que la rupture elle-même ne prend pas le match comme étant facile. C'est peut-être les observateurs dehors, et quand je parle d'observateurs, je parle des concitoyens, des autres partisans, qu'ils soient d'un camp ou d'un autre, qui estiment que le match se trouve être facile, qui estiment que c'est un combat entre une mouche et un éléphant. Pour la rupture, ce match n'est pas du tout facile. C'est un match, un vrai match, donc il faut y mettre toutes les armes possibles pour pouvoir la gagner, et la gagner avec brio, la gagner avec bravoure, la gagner avec faste, et de sorte à ce que la victoire au soir du 12 avril puisse être célébrée dignement. Donc, elle ne veut pas donner l'impression que c'est un match facile. Quand on observe un peu l'équipe qui se trouve être cette équipe de campagne, il n'y a que des mastodontes à l'intérieur. Mais justement, n'est-ce pas également pour, j'allais dire, la crédibilité de ce scrutin? Le scrutin, il est crédible sur le fait que déjà le calendrier électoral est respecté, sur le fait que tous les process qui doivent concourir à un scrutin sont respectés. Donc jusque-là, le scrutin, il est entièrement crédible. Il est crédible davantage sur le fait que par rapport au process de déroulé, les deux partis, étant donné qu'il n'y en a que deux qui participent à cette élection présidentielle, ont tous été associés aux différentes étapes jusqu'à présent. Donc, tout va bien pour le moment. Et jusqu'au moment où on puisse aller au vote le 12 avril, jusqu'au moment où on puisse engager la campagne électorale, jusqu'à présent, je crois que tout va bien, tout va totalement bien. Donc, ce n'est pas le fait que le camp de la mouvance présidentielle puisse adopter ou mettre en place une équipe qui frise un peu la peur en face. Et pour moi, c'est stratégique de pouvoir le faire ainsi, qui doit donner de la crédibilité à ce scrutin ou pas. Non, pas du tout. C'était ma dernière question, Moïse, nous venons sur ce plateau. Stratégie de mobilisation ou un message à l'endroit de l'opinion publique? C'est une stratégie qui donne un message. Je le prends de cette façon-là. C'est une stratégie de mobilisation parce que quand vous observez les personnes qui sont à l'intérieur, ce sont des amasseurs de monde. Ce sont des influenceurs en termes de décision d'un électeur, qui qu'il soit, où qu'il soit dans ce pays-là. Donc c'est une belle stratégie qui est en train d'être mise en place, mais c'est une stratégie qui parle, qui fait parler, qui dit à l'adversaire, attention, si vous pensez que ça va être une sorte de... on va s'amuser amicalement et puis on va se le faire un peu à la 2-1 ou à la 1-0, comme si on était des amis. Non, ça ne va pas être le cas. Si vous vous amusez, on va vous écraser. Donc, c'est le message qui est transmis derrière. Et c'est un message qui va autant au niveau de l'adversaire qu'au niveau également des partisans, pour leur dire, oui, on donne l'impression d'être dans ce combat-là, l'éléphant et que les autres sont la mouche. C'est une allégorie, hein, on le prend de cette façon-là. On donne l'impression d'être l'éléphant et que les autres sont la mouche. Mais attention, si nous ne prenons pas garde, la mouche va nous échapper. Parce que le temps pour l'éléphant de soulever la patte et de pouvoir la poser sur la mouche, elle s'est déjà déplacée. La mouche, mouche pourrait bien... être très habile.
Voilà, elle est très habile. Et puis, elle a une agilité que tout le monde n'a pas. Une agilité que nous, vous et moi, reconnaissons que l'éléphant n'a pas du fait de son poids, du fait de ne pas avoir la facilité à pouvoir mouvoir et à pouvoir faire les gestes de la façon la plus rapide possible. La mouche a cet avantage-là que l'éléphant n'a pas. Mais très sincèrement, plus sérieusement parlant, ce que vous décrivez là, est-ce que c'est... J'étais très sérieux. Est-ce que ce que vous décrivez là traduit vraiment la réalité de ce que nous avons? La réalité de ce qui se trouve être en place, je vais la présenter d'une façon moins allégorique pour que vous puissiez convenir avec moi que je suis très sérieux. La réalité de ce que nous avons en face, c'est un parti, c'est un camp qui a eu 10 ans pour se renforcer, pour se faire, pour se donner davantage de la solidité, surtout au niveau de la base. C'est un camp qui a eu le temps, pendant 10 ans, de pouvoir, si elle était une plante, grandir et fleurir. Et maintenant, on n'attend que les fruits de ces fleurs-là. Donc, c'est un camp qui, qu'on le veuille ou non, a une assise que le camp d'en face n'a pas, ou n'a plus, on va dire ça de cette façon-là. Parce que c'est un camp d'en face qui, pendant 10 ans précédemment, a eu le temps de faire la même chose. Mais entre-temps, entre 10 ans qui sont arrivés après, elle est restée un peu, on va dire, out, un peu hors jeu, un peu impliquée seulement quand l'autre camp en face vous le voulait, et se trouve fragilisée par cela. Mais elle a eu l'intelligence de pouvoir faire ce qu'elle devrait faire pour se retrouver en face de l'autre camp aujourd'hui. Donc on se trouve être dans une confrontation où, attention, quand vous jouez mal ou que vous faites de faux jeux, vous risquez de vous faire prendre. Alors, Moïse Novillon, la taille et la structuration de l'équipe de campagne de Romuald Wadani et de Mariam Tchabi Talata traduisent-elles une crainte réelle pour l'opposition? Oui, tout à fait. Et je suis très à l'aise en me rendant compte de ce que, avec on est sur la même longueur d'onde quand je disais justement que ce n'est pas un match amical comme on pouvait le prendre et comme il a su bien le faire avec les allégories. N'oubliez pas que la tortue a déjà semé le lièvre dans une course de vitesse. Bien sûr. Vous imaginez, et donc c'est possible en réalité qu'il y ait de surprises. Mais évidemment, il y a beaucoup de désorganisation en face, ce qui fait que on pense évidemment que ça va être un match amical et que un camp a déjà gagné d'avance. Surtout que ce camp-là montre quand même une certaine cohésion, une certaine solidité et une certaine capacité de maîtrise également sur non seulement des acteurs, mais également d'une bonne partie de l'électorat. Et donc, ça donne l'impression que tout est déjà joué d'avance. Mais surtout, l'équipe, comme vous êtes en train de le demander, l'équipe témoigne de ce que, évidemment, en face, les gens doivent trembler et qu'ils doivent en réalité se ressaisir par rapport à la façon dont ils se sont comportés jusqu'ici. Parce que je ne veux pas, on n'a pas besoin de les présenter. Quand vous entendez Joseph Djobenou, c'est le président du plus grand parti actuellement, c'est le président de l'Assemblée nationale également. Quand vous entendez Abdoulaye Biotchane, il a fait ses preuves, il a démontré sa capacité surtout à remonter dans les scores par rapport aux élections précédentes, c'est-à-dire les élections avant 2026. On savait ce qu'était capable de faire le BR. Après les élections du 11 janvier 2026, on a vu quelles étaient les performances du bloc républicain sur le terrain. Et donc, on sait aujourd'hui quel est le poids du bloc républicain en matière électorale. Les autres figures, Akhenatonde, Sophia Tchanou, Awanvan Ebla, voyez les noms qui reviennent. Je ne veux pas hiérarchiser, parce qu'il n'y a pas même possibilité d'hiérarchiser en dehors bien sûr, du noyau stratégique composé de la personne du chef de l'État et des deux autres présidents de partis politiques. Le reste, c'est quand même des mastodontes. Et il a dit tout à l'heure, il les a qualifiés d'influenceurs. C'est ce qu'on a qualifié à un moment donné de grands électeurs également. Donc, le terme influenceur, c'est à la mode, c'est plus actuel. Je pense que ça permet de comprendre. C'est des personnes qui sont capables évidemment d'influencer dans les suffrages, dans la décision de l'électeur de faire son choix pour X ou bien pour Y. Et donc, évidemment, ça doit faire trembler en face. Et c'est en face qu'il faut, c'est surtout à l'opposition politique, de chercher la réplique, de chercher la riposte. C'est possible si on met de côté les questions d'ego, si on met de côté les questions d'intérêt personnel, si on fait prévaloir la vie
des formations politiques d'abord, si on fait prévaloir la vie des militants qui croient en ces formations politiques, et si on fait prévaloir également l'intérêt supérieur de la nation, c'est possible de proposer également en face, bien sûr, une équipe pas forcément plus forte, mais capable de titiller, de défier ce qui est là. Parce qu'évidemment, pendant 10 ans, la rupture est parvenue à prendre ses marques, à s'enraciner réellement et définitivement. Pour débusquer cette équipe-là, il va falloir véritablement trouver les moyens, redoubler d'ardeur et surtout se donner encore plus... Allez-y. Se donner... Non, je suis très sérieux, je suis très oui, pertinent. plus... Vous donnez l'impression que... Non, pas du tout. Je m'apprête à donner la parole à cette... Il faut se donner plus de gabarit, en fait, pour pouvoir aller les affronter et réussir à les débusquer. Alors, cet Atemi, est-ce que cette équipe de campagne de Romuald Wadagni et de Mariam Tchabi Talata respecte l'équilibre régional, générationnel et aussi technique? Je trouve que oui. Parce que quand vous observez déjà le groupe stratégique, il est composé de 3 personnes. Ouais. Le chef président de la République. Le président de l'UPR, on va oui. dire ainsi. On ne dénie pas qu'il est président de l'Assemblée nationale, mais on va dire ici président dans ce de l'UPR, cadre-là, oui. Dans ce cas d'esprit, parce qu'on parle politique. Oui. Et le président du BR. Déjà, c'est respecté. Le chef de l'État étant... le leader autour duquel tout le monde s'assemble, et ceux qui s'assemblent, vous avez une personne de l'UPR qui se trouve être de la région méridionale du pays, et une autre personne du BR qui se trouve être de la région septentrionale du pays. Donc, du coup, sur ce point de vue-là, déjà, c'est respecté. Et quand on descend en même temps, et que vous avez un directeur de campagne qui se trouve être Hassan Seibou, qui est... Mais il n'est pas trop jeune non plus. Hein, non. On veut mais vous avez parlé en termes d'équilibre régional. Oui, régional. Bon, vous poursuivez oui, je poursuis. Okay, on parle d'expertise. Je croyais que vous parlez de l'équilibre générationnel. Générationnel, non, pas encore. On va peut-être y venir tout à l'heure. Quand on parle d'équilibre régional, et on va le dire de cette façon-là, quand on prend un certain Hassan Seibou, qui se trouve être un rassembleur, il faut observer son parcours pendant le temps qu'il est resté au niveau du Parlement, entre la 8e, la 9e et même au-delà. Il a fait le job qu'il fallait faire pour mériter la place qu'il occupe aujourd'hui. Et c'est une personne qui, autant au sein de l'UPR qu'au sein du BR, fait l'unanimité. Donc il pourra totalement gérer l'orchestre comme étant le métronome de cet orchestre-là. Donc, quand on évolue un tout petit peu et qu'on regarde au niveau de chaque circonscription électorale, vous n'êtes pas sans savoir qu'à chaque niveau, il y en a 2 de chaque parti qui composent l'équipe. Quand vous observez, vous vous rendez compte que c'est totalement respecté. Et ça fait une certaine unanimité. Et la plupart dans les circonscriptions électorales, on a mis des personnes qui sont de véritables, comme je l'ai dit un peu plus tôt, de véritables mobilisateurs. Mais vous parlez de véritables mobilisateurs, mais il y en a qu'on ne retrouve pas sur cette liste-là. Qui, par exemple? Comme Badamansi, comme l'ancien ministre des Mines, exemple. Je vais vous faire observer une chose. Ces deux personnes-là, j'ajouterai même le troisième, parce qu'en fait, en termes de mousquetaires, ils sont 3 dans ce registre-là. Il y a Charles Toko, qui se trouve être le troisième. Un peu plus tôt, avant les élections législatives, avait annoncé qu'elle se retirait et qu'elle laissait place aux plus jeunes, pour qu'ils puissent faire le combat. Mais il y a plus âgés que dans ce que nous voyons là. C'est eux qui ont dit qu'ils se retiraient. C'est Adambi, c'est Rachid Balamassi, c'est Charles Toko. C'est les 3 qui ont décidé ensemble de se retirer. Et c'était pour les communales. Autant pour les communales que pour les législatives, de se retirer sur un point de vue politique au niveau de leur circonscription électorale qui se trouve être la 8e, et de laisser les jeunes pouvoir faire le job en étant en observation, en étant un peu comme des parrains qui sont en train de pousser. Et la seule preuve de cela, c'est observer au niveau communal par rapport à la 8e circonscription électorale. Regardez l'équipe qui se trouve être à la tête de la mairie de Parakou actuellement. Une équipe totalement de jeunes, mais des jeunes sachants, qui ont déjà été moulés dans le système avant de se trouver être là. Et moi, quelque part, j'en suis heureux. Et pour les détracteurs qui estiment que les vieux ne laissent pas la place aux jeunes pour qu'ils puissent occuper les fonctions, la preuve, elle est là. On va voir ce que feront les jeunes en 7 ans de mandat, et puis on y reviendra. Je reviens à la question et à la thématique à présent. Donc pour ces 3-là,
On comprend pourquoi ils ne se trouvent pas être là. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils ne feront rien sur le terrain. Ils auront à faire le job sur le terrain. Mais les personnes qui ont été mises en avant se trouvent être les personnes qui, au niveau vont coordonner. Exactement. Et qui, au niveau des différents partis, se trouvent être à des postes donnés, autant au niveau du Parlement qu'au niveau des communales ou même au niveau des bureaux politiques de ces partis-là. Et dans une certaine observation, sur un point de vue de respect, on va dire, de région par rapport à la mobilisation, je crois que ce qui doit être fait a été fait et j'espère pour le parti ou les partis de la mouvance présidentielle que cette équipe leur permettra de pouvoir parvenir à chacun de leurs objectifs. Générationnel. Je l'espère pour eux. Générationnel, j'ai envie de dire oui, parce que quand j'observe un peu et que je regarde ne serait-ce qu'au niveau je dirais, au niveau des circonscriptions, des équipes qui composent les coordinations au niveau des circonscriptions, je trouve qu'il y a quand même de jeunes personnes à des niveaux bien donnés. équilibré. Oui. Vous voyez Sedami Médégan Fagla, par exemple, qui est dans la coordination nationale. Oui. Vous voyez un certain Romaric Ogouale, qui est dans la coalition ou bien coordination nationale, pardon. Vous voyez un certain Benoît Dato, qui est dans la coordination nationale. Voilà. Des sports. Voilà. Vous voyez, au même moment, vous voyez un certain Natondé Ake, qui est bien sûr dans l'équipe. Vous voyez un certain Kassa Barthélemy, qui est dans la coordination nationale. Vous voyez, qui ne sont plus vraiment jeunes. Hein? Oui, en fait, il est parti des plus jeunes. Je parle des plus jeunes, voilà. Puisque vous parlez d'équilibre. Il y va de façon. Puisque vous parlez d'équilibre, je vous lis quelques noms là, pour que vous puissiez voir quand même qu'il y a des plus jeunes. Quand même, l'équilibre est fait. Oui, l'équilibre, il y a de l'équilibre quand même. C'est-à-dire que vous voyez les trois noms que j'ai cités d'abord, que j'ai précités au début, vous voyez, c'est relativement des personnes plus jeunes en termes d'âge, mais plus jeunes également en termes d'expérience dans la politique. Dans la politique par rapport aux autres noms. Quand je dis Barthélemy Kassa, quand je cite Ake Natondé, quand je cite, vous voyez, ces noms-là que j'ai pu citer, on ne peut pas citer tout le monde de l'équipe de coordination, que ce soit au niveau national ou bien dans les circonscriptions. Donc, c'est bien étoffé. Je suis 100% d'accord avec cet Atemi qui fait observer l'équilibre régional et donc l'équilibre régional est bien assuré. Et n'oubliez surtout pas que la rupture fonctionne avec une certaine... C'est une leçon pour l'ensemble des acteurs politiques, telle que la rupture fonctionne. N'oubliez pas, ce n'est pas anodin que l'on mette, par exemple, un certain Hassan Seibou pour être le directeur de campagne. Parce que le bloc républicain a dû consentir à certains efforts également pour soutenir l'Union progressiste, le renouveau pour contrôler le perchoir à l'Assemblée nationale, par exemple. Et donc, je pense que là où vous avez laissé un peu de force ou bien un peu de vous, on vous donne une petite compensation ou bien on donne une autre compensation de l'autre côté. Et même les Rachid Gbadambassi et autres qu'on évoquait. Rachid Gbadambassi continue d'être ministre conseiller, par exemple. Donc, c'est pas comme si lui, par exemple, il est à la touche. Et Charles Toko évidemment, ils avaient clairement dit qu'ils étaient en train de se mettre en retrait. Mais les politiciens, ils ne vont jamais à la retraite. Tout le monde sait qu'ils vont être actifs et qu'ils continuent d'être au service de leur formation politique. Et donc, ça va pouvoir compter au moment de sortir la grande théorie de la mobilisation sur le terrain. Ne soyez pas surpris de voir ces acteurs-là, dont on ne voit pas citer nommément les noms, que ce soit dans les circonscriptions. D'ailleurs, tout le monde ne peut pas rester dans la configuration, que ce soit de la coordination nationale ou à la tête des circonscriptions. Mais et donc, tout le monde devra quand même être actif sur le terrain. Tel qu'on a vu la rupture fonctionner jusqu'ici. L'objectif soit atteint. Vous savez, l'équipe de la rupture n'est pas dans l'union. Je ne sais pas si vous savez la différence entre l'union et l'unité. Parce qu'on parle souvent de l'union qui fait la force, mais en réalité, l'unité fait la puissance. Et la rupture est dans la puissance. Donc, la rupture est dans l'unité. Elle se comporte d'une certaine... Elle se comporte, pardon, comme on parle de la rupture, elle se comporte de cette façon que vous ne pouvez pas en réalité toucher, taper dans un maillon pour les affaiblir. C'est ce qui fait la force des autres. Parce que dans l'union, si on tape sur un maillon, on peut briser la chaîne de l'union. Mais dans l'unité, ce qui est compact comme ça, c'est difficile de trouver où est-ce qu'il faut taper pour affaiblir le groupe, pour affaiblir l'équipe. Et c'est ce que la rupture fait, témoigne, démontre dans ses prises de décision et dans ses actions, dans le déploiement de ses actions sur le terrain. Donc il sera difficile de les affronter. C'est pourquoi tout le monde pense que, et le confrère peut-être, il a tort de penser que la rupture va laisser l'impression que le jeu va être facile. La rupture prépare tout.
Elle est prévoyante. Et elle ne laisse pas le minutieusement. sort au hasard de décider pour elle. Elle anticipe sur les événements pour ne pas se faire surprendre. Et donc, en réalité, ce n'est pas d'un match amical qu'il s'agit, c'est d'une élection présidentielle qu'il s'agit. Et il faut y aller avec toute la rigueur et toutes les forces possibles pour pouvoir gagner. Alors, cette ATEMI, quels sont alors les enjeux ou les grands défis auxquels seront confrontés cette équipe de campagne? Le premier défi, c'est celui de pouvoir mobiliser véritablement. Le premier défi, j'ai envie de dire, c'est celui de faire en sorte que nous puissions avoir un taux de participation qui soit au-delà de ce que nous avons eu pour les communales et pour les législatives, par exemple. C'est le premier plus grand défi de cette équipe-là. Donc, il va falloir aller sur le terrain, faire le terrain et pouvoir profiter du terrain. C'est pour ça que quand j'observe un tout petit peu et que je regarde cette équipe, je me dis que ce sont des personnes qui sont préparées pour ça. Parce que c'est des personnes qui, quand on les observe au niveau de leur circonscription électorale, connaissent assez bien leur terrain et se font facilement écouter à ce niveau-là. On est en train de parler d'équilibre. Je vais en rester sur un point de vue générationnel ou sur un point de vue régional et donner juste deux noms, de personnes qui maîtrisent totalement leur terrain. Un certain Akhenatonde, il maîtrise son terrain, c'est un homme de terrain. Dans sa circonscription électorale, il n'y a pas de moment où, quand il y va, il tape poteau, comme on a l'habitude de dire. Je donnerai un second nom au niveau un peu plus haut. Je parle d'un certain Barthélemy Kassa. Quand il va sur son terrain, il n'y a pas de moment où il puisse taper poteau comme on le dit habituellement. Donc ce sont des personnes qui vont avoir à mener ce premier défi-là par rapport à cette campagne électorale. Le deuxième, à mon entendement, le deuxième plus grand défi qu'ils auront à faire, c'est de pouvoir garder la mobilisation, la haine, montrer à leurs partisans, j'ai envie de dire de cette façon-là, qu'il faut véritablement qu'ils puissent faire un score, vraiment un score, en fait, j'ai envie de dire, un score fleuve, en fait. Parce que l'espérance de chacun, autant le camp de la mouvance présidentielle que le camp qui se trouve être de l'opposition, leur espérance, c'est de pouvoir, à cette élection-là, dès le premier tour, faire un chaos. Donc, si on veut faire un chaos, il faut bien le faire. Si vous faites un chaos et que vous le faites à 70%, ce n'est pas un beau chaos. Si vous faites un chaos et que vous le faites à 90 ou à 15%, à 95%, là, c'est beau. L'équipe qui se trouve être en face se dit « Pourquoi est-ce que nous sommes allés à cette élection? On aurait dû économiser un peu d'argent pour pouvoir en faire autre chose. » Donc, la seconde chose, enfin la deuxième chose qu'ils auront à faire, c'est de pouvoir vraiment doper le moral de leurs partisans, de sorte à ce que quand ils vont au vote, qu'ils puissent y aller véritablement, mais voter pour le camp de la mouvance présidentielle, de sorte à ce que le chaos soit le plus beau possible. Et puis, le troisième défi, c'est de pouvoir convaincre la population sur le fait que, au détriment de toutes les avancées que nous avons aujourd'hui, qui se trouvent être des avancées que nous observons avec les yeux, que nous n'arrivons pas en tant que population à avoir directement dans la main, c'est de pouvoir leur dire que c'est le moment maintenant de pouvoir cueillir les fruits. Parce qu'avant, les fleurs étaient sorties. Maintenant, les fruits sortiront et vous pourrez pouvoir les cueillir. C'est la façon dont ils auront à pouvoir convaincre les électeurs que, en fait, le choix de leur duo candidat, qui se trouve être le duo Wadayi-Talata, est le meilleur choix pour le Bénin pour les 7 années à venir et peut-être un peu plus. La même question pour vous, Oui, Moïse Novillon. En plus de tout cela que j'accepte et que je valide comme défi, il y a également le défi de maintien de la cohésion nationale, de la paix également, que l'on puisse évidemment avoir des moments de campagne et une élection apaisée et en toute tranquillité. N'oubliez pas, on a déjà expérimenté tout à l'heure en janvier la possibilité de faire des élections dans une certaine sérénité, dans une certaine tranquillité d'esprit qui sort évidemment. Le Bénin est très grandi parce que certaines personnes avaient des doutes sur notre capacité à faire preuve, bien évidemment, d'autant de maturité pendant une certaine élection. Et surtout, l'autre défi, c'est également pour les institutions. Je pense que les partis politiques vont remplir valablement leurs défis, surtout, bien sûr, le duo de candidature Wadayi et Talata avec l'armada qu'on est en train de voir autour. Je pense qu'ils vont y arriver. C'est que la Sénat puisse, les institutions comme la Sénat, par exemple, puissent réussir également à déployer le matériel à temps et permettre à ce que les électeurs puissent véritablement s'exprimer. Parce que quand on parle de taux de participation et autres, tous ces problèmes-là ont concouru la dernière fois à ce que l'on n'ait pas un taux de participation élevé. Si vous ouvrez un poste de vote à 15h, à 16h,
à midi. À 17 h. Voilà, à 17 h. Nous À quel moment, voilà, à quel ces moment ratés voilà, il y avait eu des ratés qui n'ont pas Mhm. permis à ce que les électeurs puissent s'exprimer. Et soyez sûr que cette fois-ci, les électeurs vont d'ailleurs davantage mieux s'exprimer parce qu'il y avait une petite confusion également que l'élection couplée du 11 janvier dernier avait généré voilà, dans le rang des électeurs parce qu'ils ne savaient pas exactement comment ils devraient s'y prendre convenablement. Et donc, il y a eu des chevauchements, il y a eu des erreurs, etc. et qui n'ont pas aidé également à ce que, vous voyez, le nombre de bulletins nuls qu'on a dénombré. Donc, il y a eu assez d'erreurs, assez de fautes. Donc, je pense que l'autre défi également, c'est de réussir à dire aux électeurs comment est-ce qu'il faut exprimer son vote. Et n'oubliez pas, même si on donne l'impression d'avoir l'habitude des élections, il y a de nouvelles générations qui arrivent. Il y a des jeunes qui atteignent la majorité et donc accèdent à la possibilité de voter et qui n'en ont pas l'expérience, qui n'en avaient pas l'habitude forcément. Et donc à qui il faut toujours prendre le soin d'expliquer comment il faut faire pour ne pas, bien évidemment, au lieu de faire un vote valable, aller tomber dans le piège d'un vote nul. Donc il y a ces éléments-là, il y a ces défis-là également qui attendent à la fois les formations politiques, les candidats, mais également l'ensemble du peuple béninois, parce que c'est de chacun qu'il faut mettre dans la balance pour que nous puissions avoir quelque chose de très beau en fin de compte. Alors, cet Atemi, peut-on comparer cette équipe de campagne aux précédentes ? Oh non, non, non. Je ne voudrais pas faire cette comparaison-là. Parce que quand j'observe un peu les précédentes qui ont fait le job, premièrement, ils n'étaient pas autant structurés que cette équipe elle est. Je vous fais observer, cette équipe elle est très structurée. Vous voyez, on a en haut un trio qu'on a appelé le trio stratégique. Et ensuite, nous avons un directeur de campagne. Il y a des coordonnateurs à chaque circonscription électorale. Il y a un groupe qui est réservé uniquement pour les médias et un autre uniquement pour les opérations de terrain. Vous voyez, il y a une grosse structuration à ce niveau-là. Et quand on est autant structuré, c'est qu'on veut travailler bien. Vous savez, quand on est structuré, on travaille davantage de façon, je vais dire, de façon coordonnée, de façon, j'ai même envie de dire scientifique. Donc, cette équipe de campagne a comparé aux autres, je n'ai rien contre les autres qui ont été au niveau des équipes de campagne, mais la structuration de cette équipe, je ne l'avais pas vue par le passé. Donc, je trouve qu'elle est mieux structurée et qu'elle pourra produire un meilleur fruit. Très structurée, oui. Surtout disciplinée. C'est la discipline que l'on observe. Surtout au niveau des acteurs politiques, cela sort de l'ordinaire dans notre pays. Vous voyez, la capacité pour les acteurs politiques d'accepter que parfois l'on puisse laisser un tout petit peu de ses prérogatives, de ses privilèges, de ses avantages pour que le groupe puisse triompher et dans l'autre sens de venir un tout petit peu cueillir derrière. Et toute la stratégie derrière. Vous avez vu, c'est pas anodin par exemple que quand il a commencé par avoir de bruit que oui, les véhicules de fonction des anciens maires doivent être retirés, tout ça. Vous avez vu, les politiciens, c'est stratégique, c'est très intelligent. C'est bien mûri la façon dont le timing pour sortir les cartes, pour prendre les décisions, pour agir, pour faire. Vous voyez, on ne frustre pas les gens, on maintient tout le monde concerné, on maintient tout le monde à flot, même si vous êtes à un échelon inférieur, à un niveau plus bas, et que vous avez semblé avoir été lésé sur en certaines matières, sur certains plans, on a la possibilité de vous maintenir toujours concerné quand même, pas ne serait-ce que de petites choses qui ne signifient rien. Dans la majorité des cas, voyez, on vous laisse votre véhicule de fonction. On sait que vous avez la possibilité d'avoir votre véhicule et de pouvoir opérer, mais on vous laisse quand même le temps tout un petit moment quand même pour ne pas donner l'impression qu'on est en train de vous sanctionner, qu'on est en train de vous punir, qu'on est en train de vous abandonner et de vous délaisser. Vous vous sentez concerné. Donc la discipline également dont l'équipe autour du président Patrice Talon fait montre là également sort de l'ordinaire et doit forcer l'enseignement, parce que par le passé, des acteurs n'ont pas manqué de tenter ce genre de choses, mais ils ne sont jamais parvenus parce que les acteurs politiques en réalité n'ont pas suivi. Il n'y avait pas eu la discipline qu'ils devraient avoir. Et surtout, on n'a pas toujours su, bien sûr, contenir les frustrations, gérer les égos, distribuer les avantages et les privilèges. Ça n'a pas toujours été fait avec un peu plus d'équilibre, un peu plus de rigueur que ce qu'on est en train d'observer sur ces 10 dernières années. Et donc, je pense que tout le monde est en train d'apprendre. Normalement, même nous-mêmes, analystes et débatteurs comme cela, on devrait avoir nos stylos et nos calepins à côté pour être en train de prendre des notes. Alors, ma dernière question... aujourd'hui dans une masterclass. ma dernière question, c'est à Atemi. Que peut alors l'adversaire en face?
C'est sorti d'abord, premièrement, une équipe qui puisse faire autant peur que cette équipe est en train de faire peur. Est-ce que c'est possible? C'est possible, c'est possible, mais je ne sais pas. Vous voyez comment vous dites c'est possible? Oui, je le dis de cette façon parce que je pense à certaines choses, mais enfin, ce serait trop gratuit de pouvoir en parler là tout de suite. Ça va être un peu comme si je faisais une consultation gratuite. Mais c'est totalement possible de pouvoir le faire et ils savent que c'est possible de pouvoir le faire. Il suffit juste de pouvoir réveiller certains vieux dinosaures qui ont encore la capacité de pouvoir vrombir, la capacité de pouvoir rugir. Je ne donnerai pas de nom, ça va faire une consultation gratuite. Qui ont la capacité de pouvoir rugir. Oui, et donc c'est possible de pouvoir le faire. C'est également possible de s'approcher de façon totalement stratégique de ce frère, j'ai envie de dire presque siamois, avec lequel ils se sont fait dos, et de pouvoir négocier certaines choses à ce niveau-là. Vous voulez parler du Parti Les Démocrates? Oui, ça, je n'ai même pas besoin de le dire. Tout le monde a compris que c'est d'eux que je parlais. Ils peuvent encore s'approcher d'eux et voir ce qui est faisable dans une certaine mesure de possible pour pouvoir avancer. Le plus dur sera de pouvoir aller jusqu'à Tchaourou et convaincre qui, vous savez, de pouvoir se rallier quelque peu avec eux. Et ça va être vraiment super, super stratégique. C'est la seule chose gratuite que je pourrais faire pour eux. Je viens de le faire. Donc, c'est possible de pouvoir sortir une équipe qui puisse faire peur. C'est possible de pouvoir sortir une équipe surtout, et ça c'est le plus important, qui fasse douter le camp d'en face. Le camp d'en face, c'est la chose présidentielle. Il faut faire des choses qui le fassent douter. Dès qu'ils douteront, ils vont pouvoir avoir peur. Peut-être qu'ils vont laisser des erreurs. Et dans la peur, voilà, dans la peur, on fait des erreurs. Dans la peur, on fait mal ce qu'on devrait bien faire. Voilà. Et on trébuche malheureusement. Et ça pourrait donner de la brèche à l'équipe qui se trouve être en face. C'est totalement possible de pouvoir le faire. Il faut aller, en fait, comme on le dit dans le jargon, il faut se poser, il faut réfléchir et prendre les décisions les plus difficiles, mais les meilleures décisions. Parce que c'est dur de pouvoir le faire, mais il faut le faire. Oui, si vous voulez que je m'exprime encore sur cette question, malheureusement, je n'ai jamais été assez prudent comme cette Atemi sur le sujet. J'ai déjà assez fait de consultations pour l'opposition politique. Gratuitement. Oui, gratuitement, hein, j'ai fait tellement de consultations gratuites. Si je devrais être rémunéré pour ça, peut-être que je vais m'offrir des vacances à Dubaï. Et donc, en réalité, on n'a plus besoin de continuer par faire de consultations. Je pense que ces leaders-là, normalement, ils savent qu'est-ce qu'il faut faire et comment peut-être est-ce qu'il faut faire les choses. C'est les petites querelles et les postures d'ego qui ne laissent pas en réalité la possibilité à ce que l'opposition politique puisse se structurer, s'organiser. Sinon, en face, il y a normalement de la matière, il y a du répondant. Pas qu'ils n'ont pas reçu des coups, en politique on prend forcément des coups, mais ils n'ont jamais rien fait en réalité pour se préparer, ne serait-ce qu'à titiller, à redonner un tout petit peu. Parce que quand vous en encaissez trop, vous finissez par pas céder. Oui. Et donc, ils n'ont pas su se donner les moyens d'avoir la possibilité de répliquer, de riposter. Et c'est ce qu'on est en train de constater là, malheureusement. Mais il y a un jeu. Parce que nous, en tant que Béninois, nous sommes en train d'aller à une élection pour avoir notre prochain président de la République et c'est très important pour nous en tant que citoyens. Et donc, ce n'est pas comme si les dés étaient pipés d'avance. Nous allons être très attentifs par rapport à tout ce qui va se passer pour élire notre prochain président de la République. Un petit mot sur cette nouvelle nomination. Union progressiste, le renouveau, Irénée Agossa, nommé porte-parole. Est-ce que je donne la parole pour l'équilibre sur le plateau à cette Atemi? Alors, on dit Union progressiste, le renouveau, Irénée Agossa, nommé porte-parole. Oui. Un mérite? Oui, pour l'ensemble de ses œuvres, on va dire ça de cette façon-là, pour sortir une expression sportive. Oui, un mérite. Irénée Agossa, on le connaît assez bien et on sait que en termes de communication, en termes de pouvoir dire ce qu'il faut dire, quand on lui dit exactement ce qu'il faut faire, il sait le faire. Et puis, il sait également prendre des initiatives. Non, vous savez, tout le monde, dans une certaine envolée, ne se contrôle plus. Déjà, le cran qu'il a. Exactement. Le cran, la haine qu'il a, le courage qu'il a. Et au-delà de tout, il faut dire que c'est une personne qui a une belle culture de ce pays, qui a une bonne connaissance de la politique de ce pays. Donc c'est un homme qui pourra faire le job. Il pourra faire le job.
Je voudrais juste que ce poste qui lui a été confié, cette responsabilité, on va le dire de cette façon-là, qui lui a été confiée, puisse ne pas être une responsabilité confiée et lâchée. Qu'on puisse avoir la structure ou la structuration qu'il y a autour de l'ensemble des partis de la mouvance présidentielle. Parce qu'aujourd'hui, le jeu politique est devenu un tout petit peu scientifique. Il y a une certaine méthodologie derrière. C'est beau. Ça donne envie de faire de la politique, même à ceux qui n'ont jamais voulu faire de la politique. Et donc, je voudrais que cette structuration puisse rester derrière. Et il se trouve être une personne sachante de la chose politique. Il se trouve être une personne qui a eu le temps de pouvoir faire les différents niveaux en termes de politique dans ce pays-là. Donc, il pourra totalement faire le job pour l'Union progressiste Le Renouveau, qui se trouve aujourd'hui être le parti, mon cher ami Moïse l'a rappelé tout à l'heure, le plus grand parti du Bénin actuellement, ne serait-ce qu'à l'observation de ce qu'il y a eu pour les élections législatives et communales. Donc, cela doit davantage le rehausser et l'obliger à pouvoir bien faire le job qui lui a été confié. Eh bien, on ne pourra que lui souhaiter, comme on le dit souvent, bonne merde. Et voilà. Moïse Novillon. Oui, Irénée Agossa, il a bien cherché et il l'a obtenu. Parce que, n'oubliez pas, il était encore sur tous les fronts pour défendre non seulement l'Union progressiste, le renouveau, mais pour défendre surtout le régime de la rupture. Surtout au moment de la grande question de la révision de la Constitution, n'oubliez pas, il était pratiquement sur tous les médias, presque tous les jours. Et il répondait, il était même à des j'ai très bien suivi en ligne, une fois, notre confrère Huguetto Zogo a modéré un panel au chant d'oiseaux. Je pense, en tout cas, sur une initiative privée ou alors de la société civile, où il était là, et il était seul pratiquement contre tous. Tous les députés du parti, les démocrates, les leaders de l'opposition, et même une partie du prélat également qui n'était pas, bien sûr, d'accord et à qui, à la cause du régime, était dans la salle. Et Irénée Agossa était apparu comme le seul, seul face à tout ce beau monde-là pour répondre aux attaques, pour répliquer. Et il avait toujours les mots, il avait toujours les expressions. Et donc, une place s'est libérée. C'est M. Parfait Arroyo qui est, je pense qu'il est maintenant dans le protocole ou alors la direction, le cabinet du président de l'Assemblée nationale. Et donc, il est promu à une autre responsabilité. Donc, une place est libérée et la personne la mieux, bien sûr, qualifiée qui a revendiqué sans l'être, bien sûr, ce rôle, cette posture, c'est bien sûr Irénée Agossa. Donc, c'est la prime, peut-être, c'est une consécration à tout ce qu'il avait déjà déployé comme énergie. Et donc, il est qualifié pour le job. Et surtout, et bien sûr, cet Atemi le disait très bien également tout à l'heure, c'est quelqu'un qui nage déjà dans ce marigot-là il y a longtemps. Vous savez, on ne va pas redire tout ce que les uns et les autres ont l'habitude de lui lancer comme pic. Mais on sait que tous les régimes, à partir d'un certain nombre de temps quand même dans notre pays, depuis le président Soglo, où il était bien sûr dans le mouvement étudiant à la tête de certaines structures syndicales pour les étudiants, il avait toujours été bien sûr actif, il avait joué certains rôles d'une manière ou d'une autre. Certains peuvent le taxer tantôt d'ange en fonction bien sûr des sensibilités personnelles, d'autres peuvent le taxer d'autres non en fonction d'autres sensibilités, mais il avait toujours été là. Donc il connaît les acteurs qui sont là, il sait à peu près ce que chacun représente et parfois ce que chacun peut valoir. Et donc, il est qualifié pour faire le job et en principe, il devrait réussir. Dernier sujet, en 2 petites minutes, fraude électorale à Plaoué. J'ai un chat à la gorge, vous m'en excuserez. Un militant auteur de 42 votes sous mandat de dépôt. On s'en souvient. Oui, on s'en souvient. C'est la leçon, au fait, c'est à cause de la leçon à tirer de ce acte qui auparavant restait impuni, que je passait incognito. Voilà. Oui, c'est des actes qui passaient incognito avant. C'est-à-dire que ça se faisait au vu et au su de tout le monde, mais personne ne disait rien. Parce qu'on estimait que, bon, même quand tu dis, rien ne sera fait. Donc, les gens se disaient, c'est leur habitude qu'ils continuent, tant pis,
tant mieux. Ça me rappelle une chose que j'ai entendue hier. Tant pis pour toi, tant pis pour moi. Donc, bon, de toute façon, moi, je suis heureux d'une chose. La chose dont je suis heureux, c'est que l'acte qui a été dénoncé a été puni. Et la punition n'est pas terminée. Il est sous mandat de dépôt, ce n'est pas totalement terminé. On dira ce qui adviendra par la suite. De quelque bord qu'il soit, partisan de X ou de Y, il faudrait que les Béninois puissent savoir que la justice fasse son travail. Voilà, que ce sont des actes qui sont prohibés et quand vous le faites, si vous vous faites prendre, vous serez puni avec la dernière rigueur de la justice. Il faut que le droit puisse se dire et le droit se dira par rapport à ce fait-là. Donc, il ne faut pas du tout le faire, il ne faut même pas chercher à le faire. Allez au vote, faites un seul vote. C'est à un seul vote que vous avez droit par scrutin. Donc, faites le seul vote auquel vous avez droit. Faites-le bien. Prenez le temps de souffler fortement là-dessus. Prenez même 10 minutes si vous avez envie pour souffler là-dessus, de sorte à ce que votre vote puisse être validé. Et c'est tout. Mais chercher à pouvoir le faire une fois, deux fois, par quelle alchimie ou par quelle stratégie, ça n'est pas bien. Ce n'est plus remplir son devoir citoyen, c'est se montrer incivique par rapport à l'acte citoyen. Et donc, c'est puni par la loi. Maintenant, si vous avez envie de vous faire punir par la loi, allez faire autre chose pour qu'on puisse vous arrêter. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça chez vous. Cet Atémi-là, tirez tout. Il est dans les bureaux de vote. Oui, bien sûr. Ne faites pas ça, que ce soit chez vous, dans votre village, dans votre quartier, dans votre bureau de vote. Ne répétez pas. Et surtout, je vais peut-être rappeler les faits pour que les téléspectateurs... On n'a plus le temps. Oui, rappelez rapidement. Mais très rapidement. La situation se déroule dans une localité qu'on a appelée arrondissement d'Atomé, dans la commune d'Aplakoui. L'intéressé serait de sensibilité, UPR et aurait agi en faveur du bloc républicain contre rémunération, c'est-à-dire une somme de 10 000 francs. Là où cela paraît, là où cela fait un peu rire, les confrères en ont, là où cela fait un peu rire, c'est que, non mais s'il vous plaît, vous n'avez pas encore matière à sourire. Il faut écouter la suite. Là où cela fait un peu rire, c'est que maintenant que les élections sont passées, le commanditaire a envie de revendiquer, de réclamer sa place. Et donc, est allé chercher un témoin, et qui est le témoin, celui-là même qui aurait bien sûr, qui a voté plusieurs fois, c'est lui qui se présente lui-même comme témoin pour venir témoigner de ce que, évidemment, eux, ils ont fraudé. Donc, c'est l'ignorance. Et donc, bon, vous voyez, l'ignorance tue en réalité. L'ignorance, c'est tout simplement et donc, les gens, non, c'est la preuve également que et parfois, les gens n'ont pas les informations. Non, ils ne mesuraient pas, la portée de leurs actions. Et je pense que les uns et les autres doivent s'inspirer de ces cas-là pour édifier les populations. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de céder parce que vous allez avoir une petite rémunération, parce que vous allez être entretenu, parce que il faut que les gens comprennent qu'il y a des actes répréhensibles et très répréhensibles. Et quand on vous surprend, quel que soit pour qui vous étiez en mission, quel que soit pour quelle cause vous étiez en train de commettre ces forfaits-là, vous allez être sanctionné et durement. Parce que là, maintenant, c'est lui, avec son destin, qui se retrouve sous mandat de dépôt. Et les autres acteurs politiques sont en train de rouler, ils sont en train de prendre leur mandat, ils sont en train de les exécuter aisément et tranquillement à l'extérieur. Donc c'est très délicat et donc je n'ai plus rien à ajouter par rapport à ce que cet Atémi avait déjà dit. Ne faites plus ça chez vous. Merci à vous, cet Atémi. Merci Moïse Novillon.